Donc, Je laisse la main et ouais. l'avertissement sur les risques, bien sûr, comme d'habitude, même si aujourd'hui on ne va pas parler de trading à proprement dit, on ne va pas passer d'ordre sur la plateforme. Bien sûr, cette présentation est à considérer non pas comme un conseil de trading, mais bien sûr comme je dirais une formation pédagogique. Donc aujourd'hui, on va parler donc des overlaps. Marc, tu vas nous en parler en détail. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Je peux. Donc, IG, bien sûr, vous connaissez déjà pour la plupart, puisque vous avez l'habitude de participer au webinaire. En effet, aujourd'hui, webinaire exceptionnel jeudi, mais on garde le format donc tous les mercredis à 19 h. Donc sur ici IG, et que vous pourrez retrouver également à partir de demain en replay sur la chaîne YouTube d'IG. D'ailleurs, si on passe sur la slide suivante, Marc, s'il te plaît. Oui. On Ça, c'est moi. retrouve, voilà, on retrouve sur cette slide toutes tes coordonnées que je remettrai également dans le détail de la vidéo YouTube. En quelques mots, Marc, juste une présentation rapide. Oui, alors, DT Expert, c'est un cabinet dont la matière première, c'est l'analyse technique. Et donc, à travers cette analyse technique, on va proposer, vendre divers services, que ce soit des signaux de trading sur des produits, justement des produits dérivés à levier, donc assez risqués, qui peuvent être des turbos, des varants ou des barrières, comme on en trouve chez IG. On va également proposer des services de conseil sur du plus long terme maintenant, sur du DT cash action, c'est-à-dire sur des actions sur lesquelles on voudrait investir, par exemple, dans un PEA. Et puis à côté de ça, des formations, du consulting sur mesure, voilà, des services clés en main en général. Je vous remettrai également à la fin de cette présentation tous les liens où vous pouvez donc contacter Marc également donc pour souscrire aux services proposés donc par DT Expert. En deux mots également, simplement côté IG, malheureusement, bon, je ne peux pas partager l'écran. Je vous rappelle qu'on a lancé une offre compte titre il y a maintenant 2 semaines. Donc cette offre, elle a la particularité d'être à 0% de commission, aussi bien à l'achat et à la vente. Et vous avez là donc la possibilité de négocier un petit peu plus de 6000 actions, que ce soit au travers du marché français, mais également au travers des actions américaines, par exemple, et la possibilité également de négocier donc toute une sélection d'ETF. Il y en a un petit peu plus de 2000 disponibles. Donc tous les renseignements, bien sûr, sur notre site internet ou directement à partir de l'application mobile. Marc, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. Par rapport au sujet de ce soir, donc les overlaps, c'est je dirais une spécialité que tu connais bien, puisque c'est une spécialité que tu utilises dans ton trading. Oui. Et on va donc passer donc en premier donc sur la théorie, et dans une deuxième partie, donc on ira donc sur les graphiques au travers de différents exemples, hein, je crois. Donc on prendra des actions, on prendra Apple, Hermès. On ira voir des indices comme le Nasdaq ou un Nasdaq un petit peu particulier. On passera également sur le Nikkei. Et puis on terminera également sur une mise en situation réelle sur le CAC 40, Oui. notre indice domestique. Ça On fait fait comme ça? un Ouais. programme chargé. Oui, tout à fait. Alors, on démarre sur la théorie. Oui. Alors, donc les overlaps, je vais essayer d'être le plus didactique possible parce que je trouve qu'un des avantages de ce niveau, c'est qu'il s'appréhende assez facilement. Il y a énormément de patterns en analyse technique. Certains sont plus compliqués à appréhender que d'autres. Je ne sais pas, des figures de retournement, des figures de continuation. Après, on a les canaux, les droites de support de résistance qui sont assez faciles à appréhender. Et là, l'overlap, justement, étant donné que c'est un niveau horizontal, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à aborder. Là, ici, je t'ai mis, Christophe, l'origine de l'overlap, parce que l'overlap a une origine, et parce que c'est vrai que parfois j'entends des gens qui disent « mais overlap, c'est un terme qui définit autre chose ». Oui, ça peut définir autre chose dans l'anglais strict, mais dans notre jargon, on va voir exactement de quoi il s'agit. On ne va pas rentrer dans la théorie héliotiste parce qu'il faudrait des heures, voire des jours.
Mais l'overlap, à l'origine, vient effectivement de la théorie éliotiste. Donc, Elliott disait ici qu'on montait, comme on peut le voir sur le schéma, en 5 vagues, qu'on appelle 1, 2, 3, 4, 5, et qu'on redescendait en 3 vagues qu'on appelle ABC. Pour qu'un overlap soit respecté, il faut que le haut de la vague 1, qu'on a tracé ici en rouge, voilà, ne soit pas enfoncé par la vague 4, que l'on voit ici en noir. Donc ça, c'est la définition initiale de l'overlap. Cette définition, elle a été étendue puisque Elliott avait mis en place sa théorie il y a une centaine d'années maintenant, enfin un siècle. Donc ça fait longtemps. Donc à quoi elle a été étendue cette définition? Cette définition aujourd'hui, c'est un overlap, c'est en fait une borne de polarité horizontale. Donc quand on dit borne de polarité, c'est une droite horizontale, mais on l'appelle borne de polarité parce que justement, elle va servir tour à tour, soit le rôle de support, comme on va le voir, soit le rôle de résistance. Dans un marché haussier, l'overlap va être donc un seuil de résistance, puisque le marché essaye de monter, qui, une fois dépassé, comme on va le voir, va venir jouer le rôle de support. Symétriquement, comme c'est le cas à chaque fois en analyse technique, dans un marché baissier, l'overlap, lui, va être un seuil de support qui, une fois enfoncé, va venir jouer le rôle de résistance. Donc, pour résumer, Marc, hein, quand on parle d'overlap, Oui. parce que là aussi, pour simplifier les choses, l'overlap, c'est juste une droite que l'on Oui. va mettre sur le graphique et Oui. qui va faire office, dans une configuration graphique, peu importe, qui va faire office de support à un moment et à un autre moment, office de résistance. Absolument. Donc, tout simplement, si on devait résumer l'overlap, juste une ligne droite que l'on vient tracer, on va le voir Oui. donc en fonction de différents niveaux. Vraiment Voilà. pour rester Exactement. sur le B à bas, simplement donc tracer cette fameuse droite. En fait, c'est ça que je trouve pertinent, enfin pertinent. La pertinence du niveau, j'ai eu suffisamment le temps de l'expérimenter pour la connaître. Mais tu vois, on avait fait quelque chose sur les chandeliers japonais, par exemple. Là, on est dans quelque chose qui est quand même très facilement visible et appréhendable. Donc, illustration sur l'overlap. Donc là, on a fait une illustration animée. Donc là, on observe en bleu une zone de résistance qui a empêché les cours à 2 reprises, qui a freiné les velléités haussières. Et une fois que cette résistance a fini par être dépassée, par la suite, comme on le voit ici sur les flèches vertes, elle vient jouer le rôle de support. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça une borne de polarité. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va jouer le rôle de résistance, et une fois qu'on sera passé au-dessus, ça va venir jouer le rôle de support, dans un sens comme dans l'autre. Les bornes de polarité, au sens large, peuvent être des droites horizontales ou non. Donc l'overlap est un sous-ensemble des bornes de polarité, puisque c'est une borne de polarité qui a une particularité, c'est d'être horizontale. Donc là, on ne parle pas de canaux, on ne parle pas de canaux, comment dire, partant en biais comme ça, ou de canaux ascendants, descendants, de canal. On parle bien d'une seule et même ligne droite. Absolument, c'est exactement ça. Donc, la définition théorique initiale, donc, on l'a vu, c'est dans un schéma héliotiste traditionnel. Donc, l'overlap va correspondre au niveau de la vague 1 qui ne devra pas être enfoncé par la vague 4. L'extension, comme on l'a vu, c'est qu'un overlap va être tout type de seuil horizontal qui va correspondre soit à une forte zone de support, soit à une forte zone de résistance en fonction de la tendance dans laquelle on se trouve, et qui, une fois enfoncé ou dépassé, va jouer cette fois le rôle de résistance ou de support. Bon, au final, c'est très simple, l'analyse graphique. C'est juste une ligne droite. Voilà, on peut s'arrêter là si tu veux. Mais je pense qu'on va continuer parce que, comme tu le sais, ce que j'aime moi particulièrement, c'est la pratique. Et la pratique, c'est ce qui parle en général le plus lorsqu'on fait des formations, lorsqu'on fait des présentations, parce que mettre des slides théoriques, c'est très bien. Hein. Attention, je ne dis pas du tout que c'est quelque chose d'inutile. Mais une fois qu'on se retrouve derrière ces slides, on se dit, OK, mais moi, j'en fais quoi, en fait, pratiquement? La pratique, c'est Exactement. vraiment l'essentiel. C'est la réalité du marché, parce que je pense que 99,9% des gens qui viennent nous voir cherchent à savoir qu'est-ce que je vais faire moi en pratique. Voilà.
Eh bien, allons-y. Alors ça, c'est pas la bonne slide. Ça, c'était un Non, vieux parce que ça, c'est rendez-vous. la slide de fin. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais passer sur mon écran et je vais vous montrer de façon très pragmatique ce qu'on appelle un overlap. Alors, Marc, avant d'aller sur le graphique, enfin, d'ailleurs, que tu peux mettre à l'écran, une question, c'est est-ce que l'overlap fonctionne sur toutes les unités de temps? Est-ce que ça fonctionne sur tous les sous-jacents? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour tout type de trading? Alors, l'overlap, c'est comme énormément de patterns techniques au niveau des indicateurs, au niveau de… C'est un niveau qu'il faut, ce que j'appelle parfois backtester, comme on va le voir sur certaines valeurs. Pour autant, c'est un niveau dont il faut tenir compte toujours parce qu'il y a énormément de valeurs sur lesquelles on va pouvoir trouver un overlap à un moment ou à un autre. Ça aussi, je pourrais le montrer. Donc, est-ce que ça fonctionne sur tout type de classe d'actifs? Oui, la réponse est oui. Est-ce que ça va fonctionner forcément aussi bien sur une valeur qu'une autre? Évidemment non, mais ça sera la même chose que tu regardes, je ne sais pas, des divergences sur un RSI, que tu Oui, regardes bien sûr. la sortie d'un triangle, etc. Oui, ce Moi, n'est ce que pas je une vais essayer… vérité, ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas non plus le Graal de la formule, ce n'est pas la pierre philosophale du trading, mais c'est un Non, outil néanmoins qui est très puissant oui, pour appréhender donc l'analyse graphique et notamment l'étude d'un marché. ok. Donc, exactement. De toute façon, hein, on le dit toujours, toi et moi, on est des gens sérieux. Donc, il n'y a pas de panacée, hein. Nous, quand on fait des webinaires, c'est pédagogique, didactique. C'est pour montrer des choses qui fonctionnent parce que nous, on les pratique depuis longtemps et qu'on sait qu'à force de les pratiquer, elles fonctionnent. Maintenant, quel que soit le pattern que tu regardes, quels que soient les niveaux que tu regardes, bah, il peut y avoir parfois, évidemment, des moments où ça ne fonctionnera pas. Allez Marc, on est impatient. Montre-nous un Allez, graphique. je vais vous montrer un graphique. Alors d'abord, je ne sais pas pourquoi, je vais commencer par ce graphique, parce que pour moi, il est très parlant en termes et de compréhension et également d'efficacité. Donc le graphique que je vais vous mettre à l'écran, et ça aussi, il ne faut pas l'oublier hein, en termes d'analyse technique, c'est que quel que soit le graphique qu'on regarde, c'est le graphique lui-même qui parle. C'est pour ça que parfois, je cache lors de mes formations le nom du sous-jacent que je suis en train de regarder, parce que je ne veux pas que les gens que je suis en train de former soient biaisés en disant ah oui, alors ça c'est le Nasdaq, ah oui, non, ça c'est Carrefour, je connais bien, etc. Parce qu'il faut vraiment, vraiment s'intéresser à la partie graphique. Donc, je vais essayer de mettre en place, voilà, ici, et je vais essayer de le faire comme je le ferai tout à l'heure sur le CAC, mais sur le CAC, je m'y attellerai de On voit pas façon… ton écran hein, encore pour l'instant, Marc. On ne voit pas L'écran mon n'est pas écran. partagé. Non, Ah, c'est parce que j'ai dû… Pardon. on est impatient. Tout le monde trépigne. N'hésitez pas Alors, d'ailleurs hein, dans le chat si vous souhaitez poser des questions à Marc directement. Hein, vous pouvez les poser, je les relayerai. Hein. ouais, voilà. Et s'il y a une demande en mariage quelconque, n'hésitez pas. Enfin, donc, maintenant, je suis en train de mettre à l'exemple quelque chose qui fonctionne extrêmement bien sur un sous-jacent qui fonctionne extrêmement bien. Est-ce que tu peux voilà, zoomer un peu? Merci. Alors, je zoome parce que moi, je ne me rends pas compte parce que je suis devant mon écran. Donc, tu me dis si le zoom est assez pertinent, mais je vais vous montrer ici comment fonctionne un overlap donc dans la pratique et non plus dans la théorie. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit sur cet overlap que j'ai tracé en bleu une zone de résistance quand même qui empêche les cours d'évoluer à la hausse. On le voit à plusieurs reprises. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que à l'instant T, là, quand on voit le graphique tel qu'il est à l'écran, là, j'ai mis overlap parce que je sais que c'est un overlap, mais à l'instant T, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'identifie à l'instant T ici? J'identifie une zone de résistance. Très bien. Je vois que les cours ont du mal à dépasser cette zone de résistance. Je vois qu'ils viennent buter à plusieurs reprises dessus. Pour autant, je remarque également autre chose, c'est que plus ils viennent buter dessus, moins la correction qui arrive derrière est importante. Ce qui pourrait vouloir dire que le marché reprend un peu de momentum quand même et que, à force
de vouloir sortir de ce niveau, on va peut-être finir par y arriver. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a réussi en fait à dépasser ce niveau. On le voit bien dans le petit cercle bleu ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici, Christophe, sur le dépassement de ce niveau? Eh bien, on Tu peux voit zoomer, que… hein, Marc, un petit peu si tu as la possibilité Alors, de zoomer justement oui, sur oui, le petit rond bleu. j'ai toujours la possibilité de zoomer, normalement. Donc, on voit ici, voilà, je ne sais pas si c'est un peu plus visible, Oui, c'est on bon. voit que, voilà, on voit que sur la cassure de ce niveau, on a eu une forte accélération. Et ça, très souvent, lorsqu'on est en face de niveaux techniques importants, que ce soit des résistances, des supports, des canaux, des triangles, etc., lorsqu'on sort d'un niveau technique important, lorsqu'on casse un niveau technique important, on a très souvent, je dis bien pas tout le temps, hein, on le verra tout à l'heure sur le CAC, mais on a très souvent une forte accélération. Et on voit qu'une fois qu'on a fini par réussir à dépasser ce niveau, les cours ont marqué une forte accélération. Un Un petit exemple, peu comme un bouchon de champagne là. On était sous pression et on ouvre les ouais, vannes et le bouchon saute. oui, sauf que là, on va en avoir de nombreux bouchons de champagne par la suite. Donc, si c'est toi qui veux les offrir, il n'y a pas de problème. Donc, ici, on voit qu'on a dépassé cette zone. Pour l'instant, toujours, hein, parce qu'on est dans la pratique, je ne sais pas, moi, si je suis en face d'un overlap, même à partir de là. Pourquoi? Parce qu'on va avoir, bien sûr, sur énormément d'exemples, des titres qui vont monter, qui vont faire face à des résistances, qui vont dépasser ces résistances et qui vont continuer de monter, par exemple. Ça a été le cas de l'or. Hein. L'or, tu te souviens, pendant des années, a été bloqué autour des 2075 dollars l'once. Et lorsque l'or a dépassé ce niveau, on a vu une forte accélération qui a propulsé l'or au-dessus des 4000 dollars. Bref, revenons-en à nos moutons et regardons ce qui s'est passé ici sur ce graphique. Donc, on a dépassé ce niveau. Et ce qu'on va observer, c'est qu'à chaque fois, alors je dis bien à chaque fois, déjà de très nombreuses fois, lorsque les cours essayent de retrouver un momentum haussier mais n'y parviennent pas, à chaque fois qu'ils vont marquer de nouveaux signaux de faiblesse, ils vont venir s'appuyer sur ce niveau qui était une résistance et qui là devient un support. À partir du moment, si tu veux, Christophe, où moi j'ai ça ici, voilà, à partir du moment où j'ai ça, moi, en tant qu'analyste technique chevronné, je me dis, tiens, j'ai peut-être un overlap. En tout cas, j'ai rebondi sur un overlap, c'est-à-dire que j'avais une zone de résistance majeure que j'avais observée, je l'ai dépassée et je suis venu rebondir dessus. Et je vois que ce rebond a quand même marqué une forte accélération. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on pourrait très bien se positionner à l'achat sur un rebond, sur un overlap, sans être sûr du potentiel qu'on aurait derrière, mais en étant quand même sûr d'avoir un biais haussier à venir, quel qu'il soit. Je vois que les cours ont encore accéléré, et à nouveau, à chaque fois que les cours reviennent autour de ce niveau, eh ben, ce niveau continue de tenir en fait l'évolution des cours. Donc là, je vais avancer dans le temps de plus en plus, Alors et on voit justement, oui, Marc, pardonne-moi de te couper. je On t'en prie. achète quand? On achète quand? Alors, toujours, lorsqu'on observe un niveau de support, quand bien même on ne serait pas sur un overlap, je pense que la confiance peut être encore augmentée, il faut toujours acheter sur le rebond. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Si on achète à proximité de l'overlap, lorsqu'on s'approche de l'overlap, déjà, on ne sait pas si on va aller jusqu'à l'overlap, et on prend le risque que finalement, ce niveau ne tienne pas, parce qu'il n'y a rien de magique. D'accord? Donc, rien n'empêchera les cours de casser ici, ici ou ici, par exemple. C'est également la raison pour laquelle il faut acheter sur le rebond. Pourquoi? Pour éviter, et on va le voir d'ailleurs dans cet exemple, de prendre une cassure qui, en plus, risque, puisqu'on a identifié cette fois un nouveau support, de provoquer une accélération baissière. Alors, tu vas me dire, évidemment, je ne sais pas si tu vas me le dire, mais tu aurais pu me le dire, que tu peux très bien acheter sur le rebond, et puis après, par la suite, malgré tout, voir que ton scénario ne se réalise pas. En achetant sur le rebond, tu augmentes ta probabilité, d'accord, d'avoir raison sur ton scénario. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque tu fais un investissement, tu fais de la probabilité. Ça, je l'ai toujours dit. Il n'y a pas d'investissement qui soit sûr à 100%. Donc, on va essayer de mettre de notre côté le maximum de probabilité en notre faveur.
lorsque tu rebondis sur un overlap, tu as une probabilité qui augmente. Ça ne veut pas dire qu'elle est à 100%, mais elle va être beaucoup plus importante que si tu attends juste d'être sur l'overlap. Si tu attends d'être sur l'overlap, tu vas me dire, oui, je vais acheter un peu moins cher. Mais est-ce que ça vaut le coup de tenter d'acheter un peu moins cher et de prendre le risque justement de se tromper complètement, ou d'augmenter un peu son potentiel, ses probabilités d'avoir raison dans le scénario en achetant un peu plus cher? Donc, on achète toujours sur le rebond. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ok. Et on voit effectivement que… Juste, Oui. juste avant, Marc, on me pose une question. C'est quoi la ligne verte qui est juste au-dessus des cours Alors sur ça, on ton va le voir graphique? par la suite. On va le voir par Ok. la suite. Je montrerai ça à la fin. Elle est tracée, mais c'est une bonne question. Ensuite, À quel niveau oui. placer un stop si on s'engage? Alors ça, c'est une très bonne question et la réponse est assez simple. On va acheter sur un rebond sur l'overlap. D'accord? Nous, ce qu'on cherche à identifier quand on fait du trading ou de la gestion, c'est de maximiser ce qu'on appelle son risk-reward. Autrement dit, d'essayer de prendre le moins de risques pour obtenir le plus de récompenses. Donc, si tu achètes un rebond sur un overlap, il faut mettre un stop sous ton overlap. Pourquoi? Parce que, évidemment, si tu mets ton stop sur l'overlap, c'est une erreur. C'est Hmm. même une grosse erreur, puisque l'overlap a justement tendance à être le niveau de support qui va tenir ton marché. Donc, tu vois bien ici, par exemple, que si tu mettais un stop à chaque fois sur ton overlap, tu aurais été stoppé quasiment à chaque fois, alors que tu aurais eu raison sur le scénario. Donc, mettre le stop sous l'overlap. La question qui arrive très souvent par la suite, c'est OK, mais est-ce que je mets mon stop ici? OK. Est-ce que je le mets ici? Est-ce que je viens le mettre ici? Bon, l'idéal, c'est de le mettre suffisamment proche de l'overlap, mais pas trop non plus pour éviter ce que nous, on appelle parfois des spikes, c'est-à-dire un enfoncement de l'overlap, par exemple, en cours de journée, avec une clôture qui va revenir au-dessus. Moi, chez moi, c'est très visuel, en général. J'arrive visuellement à me dire, bon, voilà, je vais mettre mon stop, par exemple, à partir d'ici, parce que je trouve que si j'atteins ce niveau, mon overlap commence à être quand même fragile, sans oublier que, normalement, le reward que tu attends derrière doit être quand même conséquent. Donc, imagine que j'achète ici sur le rebond, d'accord? Donc, ça veut dire que mon risque, il est là. En revanche, si j'ai raison, j'allais dire, mon reward, il peut être très élevé. Là, en l'occurrence, il est venu jusqu'ici. Bon, si on veut être très honnête, on n'aura pas vendu ici parce qu'on n'aurait pas su qu'on était sur le plus haut. On aurait peut-être vendu sur une correction parce qu'on se dit, on ne sait jamais. Donc là, je vois mon risque et je vois mon reward. Et encore, là, j'ai été gentil parce que j'ai pris un petit rebond. Si j'avais acheté sur cet overlap-là, par exemple, voilà, si j'avais acheté sur cet overlap-là, ici, avec le même niveau de stop, mon reward, lui, il aurait été beaucoup plus conséquent, puisque j'aurais pu monter à minima jusqu'ici, et puis après, attendre la correction pour revendre ici. Je continue parce que je sais qu'on a pas mal de choses à montrer, et je vais montrer également ce qui peut se passer, justement, parce que ça aussi, c'est très intéressant, lorsque le niveau peut craquer. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que finalement, après avoir tenu à de nombreuses reprises, et après avoir tenu, allez, on va dire, entre juin 2017 et jusqu'ici, décembre 2018, donc pendant, pas un an et demi, mais un peu moins d'un an et demi, on voit que finalement, ce niveau finit par craquer. C'est ce que je te dis, hein, il n'y a absolument aucun niveau qui va être un niveau magique. Donc, ce niveau craque ici, et à partir du moment où ce niveau craque, tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as une forte accélération baissière. Qu'est-ce qu'on remarque aussi ici par rapport à la question qui a été posée? C'est à quel niveau j'achète. On voit bien ici que si j'avais acheté sur l'overlap, je me serais fait avoir, et je me serais fait avoir assez violemment, puisque dès le lendemain, si je devais zoomer, dès le lendemain, j'avais une bougie ici qui était quand même très baissière. Alors que si j'attendais un rebond sur l'overlap qui n'a pas eu lieu, j'aurais évité cet écueil. Et ce que je conseille souvent, mais là, on rentre dans une partie supérieure du trading, c'est de faire ce qu'on appelle un reverse, c'est-à-dire que si je vois qu'un overlap est enfoncé, ou un niveau technique fort est enfoncé, je peux à ce moment-là me positionner à la baisse parce que j'ai de fortes chances de voir, ou alors des risques, ça dépend dans quelle position tu te situes, de voir une accélération aller dans l'autre sens. D'accord? Là, il y a quelque chose qui est un peu plus subtil et que les gens ont un peu plus de mal à appréhender, c'est qu'ils me disent, OK, très bien, on est descendu. Est-ce qu'on peut toujours tenir compte de ce niveau, comme de la fameuse borne de polarité dont on parlait? Eh bien, on va voir ce qui s'est passé et je vais essayer d'expliquer à partir de quand on estime qu'un overlap n'est plus valable.
on voit ici, si tu veux, qu'après l'avoir cassé, on a eu une forte accélération et qu'on est revenu par la suite avec une forte accélération. C'est ce qu'on appelle, nous, un V-bottom, c'est-à-dire que ça forme une sorte de V. Et on est à nouveau passé au-dessus de cet overlap. Et en repassant au-dessus de cet overlap, pardon, on a marqué 2 bougies très haussières avec un gap qu'on peut identifier ici, si je zoome un peu plus, parce que je vois effectivement qu'on ne voit pas très bien mon écran. Moi, à partir de là, je ne vais pas encore déconsidérer mon niveau d'overlap. Je vais attendre de voir ce qui se passe par la suite. Je vois que lorsque les cours reviennent encore sur ce niveau, tu vois, ils continuent pour l'instant On de s'en vient de servir. nouveau sur cette fameuse borne de polarité. Un peu Voilà. Et comme un tu vois aimant en ici, quelque sorte. Hein. oui, c'est exactement ça. Un aimant qui, une fois qu'il va être traversé, va attirer à nouveau les cours, et une fois qu'il va être dépassé, va à nouveau attirer les cours. Ici, dans cet exemple-là, je vois l'exemple que je te donnais tout à l'heure sur le niveau de stop que tu as envie de mettre. Tu vois que si j'avais mis un niveau de stop trop serré, j'aurais été stoppé ici, alors que mon scénario aurait été bon. C'est pour ça que j'essaye de décaler un peu le stop pour éviter ce genre de morsure. Après, tu vas me dire, oui, mais jusqu'à quand je tolère une morsure? Bon, ça, je pense que c'est une question d'expérience, et c'est sûr que je ne vais pas tolérer une morsure jusqu'ici. On voit que les niveaux ont encore rebondi, ici, à nouveau ici. Et puis là, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Eh bien, il se passe que on a eu à 2 reprises cet overlap qui a été enfoncé, redépassé dans un temps beaucoup plus court que ce qu'on avait ici. Et là, à nouveau, on est venu passer en dessous et puis on est très vite repassé au-dessus. Donc, ça veut dire que mon overlap aura servi de là, c'est-à-dire, allez, il aura été identifié à partir d'ici, c'est-à-dire août 2017, et finalement, il aura été finir par être caduque en octobre 2019. Donc, pendant 2 ans, ceux qui sont positionnés sur ce sous-jacent, bon, le sous-jacent en question, c'est le NBI, d'accord? Donc, le NBI, c'est le Nasdaq Biotech Index, c'est un peu l'équivalent du Nasdaq pour tout ce qui est partie biotech, pharma, santé, d'accord? Et moi, j'ai cet exemple parce que je travaille, par exemple, avec un fonds qui travaille, lui, sur la biotech. On m'a posé la question sur ce qu'était cette ligne verte. Cette ligne verte, c'est une forme d'arrondi, comme ça, hein, on voit, c'est-à-dire qui peut ressembler à une figure de retournement, mais c'est des arrondis sur lesquels nous, analystes techniques, on fait un peu attention, parce que lorsque la théorie de dos commence à s'invalider, c'est-à-dire qu'on ne fait plus des plus hauts de plus en plus haut, on commence à rester un peu prudent sur la force relative du marché dans lequel on se trouve. Et alors cette droite, enfin elle n'est pas droite puisque c'est plutôt une parabole, Oui. c'est un indicateur en particulier? Oui, alors ça peut être un indicateur si tu enfonces, à partir du moment où tu l'enfonces vraiment. Tu vois, ici, elle n'était pas encore totalement identifiée, mais lorsqu'on l'a enfoncée, ce qu'on appelle la ligne de coup, on a vu une accélération baissière. Ouais. D'accord. Par la suite, on a eu effectivement des faux signaux, mais la parabole s'est arrêtée ici. D'accord. Donc on voit ici qu'on est passé un peu en dessous. Ça Mais aurait dû être un signal. cette parabole, Marc, c'est toi qui l'as tracée sur le graphique ou c'est un indicateur que tu as choisi sur Non, ProRealTime? non, non, c'est moi qui l'ai tracé. Ok. Je l'ai tracé à partir du moment où je l'ai observé. Et je me suis dit, attention, je commence à être dans quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle, nous, un rounding top. Si vraiment j'enfonce ma ligne de coup, je vais faire attention. Et ce rounding top, il a été identifié jusqu'ici. Là, j'aurais pu avoir un faux signal de baisse. Par la suite, c'était terminé puisque à partir de là, le rounding top n'existait plus. Ok. Il y avait une question dans le chat, mais Oui. on est alors c'est une question globale hein, sur l'analyse technique. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On nous dit souvent qu'il faut acheter au-dessus de la moyenne mobile 200 et vendre en dessous. En dessous, mais je vois sur votre graphique que ce n'est pas forcément vrai, n'est-ce pas? Alors là, oui, alors là, j'ai qu'une moyenne mobile, hein. C'est la moyenne mobile 50, parce que je suis sur un graphique daily. En fait, les moyennes mobiles, moi, déjà, on ne va pas en trouver sur tous mes graphiques. On va en trouver sur certains graphiques. On va trouver souvent, alors, sur des graphiques daily, j'ai souvent les 20-50, et sur les graphiques weekly, je suis plus sur du 100-200. Moi, les moyennes mobiles, j'ai absolument rien contre. Je connais des gens qui les utilisent très pertinemment. Moi, parfois, je les utilise pour validation ou invalidation, ou de temps en temps, j'essaye de voir s'il n'y a pas une moyenne mobile qui semble fonctionner sur mon graphique, auquel cas, je peux m'y fier. De toute façon, quelle que soit la discipline technique qu'on essaye d'aborder,
il faut à chaque fois faire du backtesting. Voilà, je regarde un croisement de moyenne mobile 100-200. Si par le passé, je vois que ce croisement de moyenne mobile 100-200, tu vois comme on l'a ici sur un graphique weekly, si à chaque fois que le croisement fonctionne dans le passé, bah, je vais me dire que dans le futur, je vais pouvoir effectivement m'y intéresser. Oui, Ici, par exemple, on avait abordé cette question justement dans un webinaire précédent avec Mathieu Serron, qui lui oui, utilise les tendances notamment par rapport aux moyennes mobiles et au super trend, à l'indicateur super trend. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube, hein, vous avez le replay de cette session où en effet, justement, là, il utilise essentiellement, puisque lui, c'est sa spécialité, justement, l'utilisation des moyennes mobiles. Là, en effet, on est dans une autre discipline oui. que celle de Marc, donc qui est différente. Mais en effet, ça ne t'empêche pas, en effet, d'aller jeter un œil aussi sur les moyennes mobiles. Oui, alors là, on a décidé de faire un webinaire sur les overlaps. Donc, je vais effectivement m'intéresser à ce niveau-là. Je pense qu'il est suffisamment intéressant pour qu'on continue de prendre un peu de temps pour le regarder. Mais par la suite, ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne vais pas regarder des moyennes mobiles, des RSI, des canaux, etc. Il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est qu'en analyse technique, ce qui est important, c'est la combinaison de facteurs. C'est-à-dire que s'intéresser uniquement aux moyennes mobiles, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Ne faire que regarder un RSI, ça peut être dangereux également. Mais si à un moment, je vois un overlap, et puis en plus, une moyenne mobile, je ne sais pas, j'ai un gap, j'ai une zone de surachat sur le RSI, etc., plus je vais avoir d'indicateurs techniques qui vont me donner le même sentiment, plus je vais avoir confiance dans le scénario que je vais envisager. Ouais, le principe de confluence, en effet, au niveau du graphique entre les différents indicateurs. Absolument. Euh, Marc, on passe sur un Oui, autre graphique, un autre exemple. oui. Alors, ce que je te propose de faire pour qu'on gère bien le timing, je vais d'abord montrer un exemple assez édifiant Allez, sur des indices américains et pas qu'américains, mais on va voir pourquoi il est édifiant. Donc, on va partir sur le premier indice qu'on va prendre le S&P, par exemple. Enfin, le premier. alors est-ce que tu peux agrandir la fenêtre, puisque la, Mais la fenêtre est carrée? c'est exactement ce que je vais faire. Alors, je ne sais pas si là c'est mieux ou si c'est pas mieux. Sur la droite, tu dois avoir un plus et un moins pour le partage peut-être. Ah, dans le partage. Attends, je regarde. Sur le juste à côté de la caméra. Pourtant, moi, j'ai rien changé tout à l'heure, hein. Ok. Attends. Partage autre chose. Mettre le partage en pause, arrêter le partage. Non. Optimiser pour la Non. vidéo. Non. Je vois rien de ce que tu m'as dit. Mais là c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même cas de figure que tout à l'heure. Pourtant, j'ai rien fait, hein. Si tu veux, je peux arrêter le partage et le remettre pour voir. Voilà, éventuellement. Ah, Là, c'est super. mieux. C'est beaucoup OK. mieux. OK. Donc là, maintenant, on va partir sur les indices américains et on va s'intéresser à une chose. Et pour bien s'y intéresser, je vais carrément déshabiller mon graphique. Je dis bien déshabiller uniquement mon graphique. Voilà. Donc, on est sur le S&P 500. Et j'aimerais sur un graphique weekly, hein, d'accord, c'est-à-dire un graphique sur lequel chaque bougie, chaque bar chart plus précisément, représente une semaine. Donc, ça veut dire que là, on est quand même sur du long terme. Je voudrais qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé ici. Tu te souviens, Christophe, qu'est-ce qui s'est passé ici, en fait, quand on avait un marché en Euh, février Trump? 2025 qui était, voilà, exactement, extrêmement baissier, et on voit que le marché est reparti très fortement à la hausse. Donc, effectivement, Trump, avant même de décider ses droits de douane, avait déjà fragilisé le marché, et puis lorsqu'il a instauré ses droits de douane, a provoqué ce qu'on appelle, nous, un mini crack, c'est-à-dire une forte accélération du marché à la baisse. Et puis, notre ami Donald a décidé, comme ça, en pleine séance, venu un peu de nulle part, de dire, bon, ben non, finalement, ces droits de douane, je vais les suspendre. Le marché, tu le connais aussi bien que moi, c'est quelque chose de très qui est à la fois erratique, Sensible. voilà, sensible et qui a des réactions épidermiques. Donc, d'un seul coup, tout le monde s'est mis à acheter. Et l'achat entraîne l'achat et l'achat entraîne la hausse.
Donc, on voit bien qu'à partir de là, le marché est reparti en ligne droite à la hausse. Lorsqu'on était en train de baisser comme ça, on n'avait pas grand-chose, j'allais dire, à se mettre sous la dent pour se demander jusqu'où on pouvait baisser. Moi, en termes d'élotisme, j'ai des vagues que je vois apparaître. Évidemment, les plus hauts aujourd'hui sont arrivés ici. Mais avant, le dernier plus haut, il était là. Donc, ma vague précédente, elle commençait ici. Donc, ici, j'avais une vague de hausse. Pour identifier mon overlap, il aurait fallu que je prenne mon dernier point haut avant ma dernière vague. Pour certains, ça peut paraître encore un peu compliqué et je veux bien l'entendre, mais graphiquement, ça va être très parlant. Mon dernier point haut de la vague précédente, il se trouve ici. Donc, si je trace, comme tu le vois ici, le point haut de ma vague précédente, une fois que j'ai dépassé ce point haut ici, je me dis, tiens, est-ce que ça pourrait être un overlap? Et qu'est-ce qui se passe? Malgré une forte baisse, malgré une nouvelle fondamentale qu'on ne pouvait pas prévoir, qui est venue engendrer une reprise violente de la hausse, on voit quand même que l'overlap a tenu. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait, d'identifier ces niveaux-là, parce qu'ils peuvent parfois être très efficaces. Alors là, comment ils auraient été efficaces? De toute façon, à partir du moment où les droits de douane avaient été suspendus, je pense que le marché avait déjà eu, il y avait déjà eu un signal haussier qui avait été envoyé par le marché. Est-ce que tu Pourtant, veux dire que Trump avait déjà à l'avance les niveaux d'overlap, le niveau d'overlap, et a fait repartir le marché une fois que l'overlap a été touché? non, non, non. En fait, Trump m'a envoyé un texto en me disant, bon, écoute, je pense que là, il faut quand même qu'on tape les overlaps. Donc, tu me dis dès qu'on y est, et moi, j'appuie sur la machine et on rachète. Euh, Évidemment, tout ça, c'est de la plaisanterie, parce qu'après, il y a des gens qui vont me dire, ah oui, mais ah bon, mais non, mais ceci, mais cela. Donc, j'ai montré le S&P. On va s'intéresser aux 3 indices majeurs américains, d'accord? Donc là, on va regarder le Dow Jones. Donc, le Donc Dow même Jones, de la topo, même manière, j'imagine. pardon? Même topo, j'imagine, sur le dos. Exactement, même topo. On voit ici la baisse engendrée par l'événement Trump, d'accord? On voit le rebond engendré par le nouvel événement Trump, on va dire le revirement de situation. Et on voit que si on prend le plus haut ici de la vague précédente, avant la nouvelle vague qui s'est arrêtée là, on voit que le marché a rebondi à nouveau, bon, à peu de choses près, hein, je te parlais de petites morsures, sur ce même niveau. Alors justement, Marc, puisque en effet c'est très visuel, juste avant cet overlap là, juste avant l'annonce des droits de douane, on voit un Ouais. peu comme un double top. Est-ce que ce double top pourrait être réutilisé là aussi? Voilà, exactement sur ce niveau. Est-ce que on pourrait le réutiliser comme overlap? Ce double top ici? Ouais, Oui. Alors, attention. Il ne faut pas, à chaque fois qu'on voit deux buter sur un même niveau, dire je suis en présence d'un double top. Parce que ça, c'est une erreur. Ce que tu peux voir ici, ce qu'on avait d'un vu sur overlap, hein. le. Non, à cet instant-là, là, Ok, précis, tu identifies là, jusqu'ici, tu identifies une zone de résistance. Tu vois que ok, les cours ont du mal à dépasser cette zone de ouais, résistance. En revanche, là où tu as tout à fait raison, c'est qu'à partir du moment où ils ont dépassé cette zone de résistance, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait, là, tu vas pouvoir te servir de ce niveau comme éventuellement d'un niveau de support en overlap. À l'heure où on se parle, toi et moi, on ne sait pas encore, puisque voilà, les marchés américains sont toujours ouverts, et on voit parce qu'on le voit Dow qu'on Jones. on a rebondi dessus une première fois. Oui, on a rebondi une toute première fois ici, on n'a pas réussi à l'enfoncer ici. Donc là, c'est pour nous, analyse technique, on est sur un graphique weekly, c'est un indicateur intéressant. C'est-à-dire que ce niveau qui tourne autour des 45 000, 45 200, on va le surveiller. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Eh ben, on va se dire que si on rebondit dessus, ça va nous donner une petite confiance dans éventuellement pour initier des positions acheteuses. Inversement, si on voit qu'on le casse, on va se dire attention, on est peut-être en train de rentrer dans une correction majeure un peu plus importante que celle qu'on aurait pu attendre, puisqu'on Ok. sait que les marchés américains sont très résilients et qui peuvent monter de façon très puissante pendant longtemps. On n'a pas encore, à mon sens, de driver négatif suffisamment important pour envisager une très forte correction. Tu vois, finalement, la seule très forte correction qu'on ait eue sur les indices américains depuis ces dernières années, c'était l'année 2022 qui était l'année de l'inflation.
D'accord? Bon, là, j'épargne le fameux Covid. Et encore, Covid, qui a eu un impact beaucoup plus fort ici sur le Dow Jones, qui est un indice industriel, que, comme on va pouvoir le voir maintenant sur le Nasdaq, qui lui D'ailleurs, est un indice. il y avait une Oui. question, hein. Pour exemple, y aurait-il un overlap sur le point haut avant Covid sur cette courbe, sur le graphique Alors, que tu présentais? alors y aurait-il un overlap avant Covid sur cette courbe? Y aurait-il un overlap sur le point haut avant Covid? Donc, si j'entends bien ce qu'on me dit, le point haut avant Ouais, Covid, c'était là, il est là. voilà. Ouais. D'accord? Et est-ce que là, ce point haut aurait pu déterminer la fin de correction qu'on a eue pendant l'année 2022? Bah, Ouais. moi, je crois que la réponse, on l'a un peu sous les yeux, puisqu'effectivement, à part quelques morsures ici, le marché est quand même venu s'appuyer sur ce niveau. De là à savoir si ça fonctionne sur tous les indices, on verra, puisque maintenant, je vais vous montrer le Nasdaq. Donc, sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on va regarder? Déjà, pour faire un parallèle par rapport à ce qu'on vient de faire avec le Dow Jones, je vous ai montré l'impact du Covid sur le Dow Jones. On voit que sur le Nasdaq, l'impact du Covid ici a été quand même légèrement moins violent. C'est logique parce que le Nasdaq étant un indice essentiellement technologique, les valeurs tech ont beaucoup moins souffert du Covid parce que, je sais pas, des Amazon, des Google, des Apple, bon, ça ne les empêchait pas de continuer de faire leur business de la même manière que des boîtes industrielles, par exemple, ou, je ne sais pas, des compagnies d'aviation. Voilà. On va regarder de la même manière l'événement Trump. Donc, l'événement Trump, on l'a ici. Voilà. Donc, baisse suite à la mise en place des droits de douane, etc. Et puis après, accélération suite à l'interruption de ces droits de douane. Je vais tracer mon overlap ici de la même manière et je vois encore une fois que les cours sont venus rebondir sur ce niveau. Moi, avant de continuer, je voudrais juste faire une petite parenthèse, que je vois qu'il nous reste juste un petit quart d'heure et que je vais devoir accélérer. Les gens cartésiens qui viennent me voir, et j'en fais partie, me disent souvent « mais oui, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas que l'analyse technique, ça puisse fonctionner. Je ne comprends pas qu'en observant des graphiques, je puisse mettre en place des stratégies. » Alors évidemment, on se trompe, tout le monde se trompe. Mais nous, on identifie des niveaux qui sont suffisamment forts en termes de probabilité pour avoir envie de s'en servir. Et l'overlap en fait partie, comme on l'a vu ici. Avant de faire l'exemple concret, comme je te l'ai dit tout à l'heure sur le CAC, on va regarder un indice qui n'est pas un indice américain, qui est l'indice de référence japonais, d'accord, le Nikkei. Et on va regarder exactement la même chose sur le Nikkei. Donc là, on est sur le Nikkei. On a identifié ici notre zone, j'allais dire notre dernier plus haut, qui était donc notre zone de résistance, qu'on va tracer. Et là, on voit quand même de quelle manière ces niveaux peuvent être puissants en termes de, Oui. C'est vrai d'investissement. qu'à nouveau, c'est très, quand on le voit comme ça, c'est très visuel. Oui, tu vois, c'est ça que je te disais, qui est aussi entre guillemets agréable avec les overlaps, c'est que c'est visuel. On voit très bien ici un niveau de résistance, voilà, on l'a identifié, et on voit très bien qu'une fois que ce niveau de résistance a été dépassé, il est venu jouer le rôle de support à plusieurs reprises, avant même que le marché retrouve un momentum et reparte très nettement à la hausse. Voilà, donc ça, ce sont des exemples concrets qui permettent de voir que en analyse technique, certains patterns, certaines configurations peuvent montrer des probabilités intéressantes d'investissement. Voilà. Alors, tu Là, nous montres ici, oui, oui, un exemple sur ouais, le là, CAC, c'est ça, en live? ouais, exactement. Je vous montre l'exemple en live sur le CAC puisqu'on a encore le temps et que c'est un exemple qui est très intéressant parce que les gens aiment le CAC, mais également parce qu'on va le regarder comme si on était vraiment dans le contexte. D'accord? Et on va faire exactement comme on avait fait sur le NBI. Est-ce que tu peux agrandir la fenêtre, s'il te plaît? Ah, réagrandir la fenêtre. Ouais, Alors c'est dingue parce qu'à chaque fois, je n'arrive parce pas que à là, comprendre on pourquoi. l'a en version carré. Ok, bah, je vais le refaire. D'ailleurs, en attendant, moi j'ai une question, Marc. Oui, Au final, aujourd'hui, oui, lorsque oui, l'on a envie de trader, lorsqu'on prend un oui, graphique brut comme ça, oui. même si on ne fait pas forcément du trading au travers des overlaps, mais est-ce que ça vaut pas le coup justement de quand même avoir un graphique avec ses niveaux, avec ses bornes importantes? C'est justement ce niveau où le marché se retourne à un moment, vient Oui. retaper, enfin, vient de nouveau sur un support,
repasse Oui, en dessous et je dirais nous remet une résistance, est-ce que oui. ça vaut pas le coup justement d'élargir un graphique et de le prendre sur une durée, je ne sais pas, tu vas Ah, peut-être tu veux nous dire éclairer là. élargir plutôt que de. Alors, qu'est-ce que tu appelles élargir? Élargir, c'est-à-dire faire comme É- ça? Élargir, non, élargir sur le passé. C'est-à-dire Ah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt voilà, le on a le graphique, rétrécir on a le et le graphique du regarder, CAC, voilà, regarder, et ouais, exactement. regarder Et est-ce comme ça que, dans son ensemble. voilà, Oui, dire alors là, la big picture et de dire, moi, voilà, est-ce que ça vaut le coup? moi, à chaque fois que je fais une analyse sur un graphique, quel qu'il soit, je regarde toujours la big picture. D'accord? Ok, Ouais. Euh, et cette big picture va me permettre, en tant qu'héliotiste, d'identifier mes points bas, mes points hauts et mes vagues. Si on a le temps, après l'exemple pratique que je vais te montrer là, je vais te montrer, comme tu l'as dit, d'autres exemples sur le CAC qu'on aurait pu voir sur la big picture. Mais là, moi, je vais revenir sur l'exemple que je voulais te montrer en live. Là, j'ai bien agrandi mon écran, OK, et on va regarder justement ce qu'on a à partir d'ici. Donc, là, on est sur le CAC. Si on regarde le passé, comme tu l'as dit, on voit que le CAC était très hésitant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on venait de la fameuse crise du subprime qui a vraiment massacré le marché. Crise de voilà, l'augmentation de crédit immobilier chez les particuliers américains. Bref, et on voit que le marché, après une forte baisse comme ça, est forcément hésitant avant de repartir. Donc, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire, parce que les gens vont me dire parfois, oui, vous êtes gentil, mais moi, je peux tracer à chaque fois une droite et me dire, bon, c'est un overlap. Quand est-ce que je sais que c'est vrai? Alors, vous me montrez des choses qui ont fonctionné, mais moi, à chaque fois, il y en a plein qui ne fonctionnent pas. Bah, j'allais vous dire, heureusement. Parce que s'il suffisait que je vous apprenne les overlaps pour que vous arriviez à faire tous vos trades en permanence, ça serait trop facile. Moi, je montre au fur et à mesure avec toi, Christophe, lorsqu'on se voit, des patterns, des exemples de figures qui fonctionnent. Et je montre pourquoi elles fonctionnent, à quel moment elles fonctionnent et comment elles fonctionnent. Pour le reste, évidemment, il va y avoir un certain nombre de fois où elles ne vont pas fonctionner. Donc ici, je suis sur mon CAC et partons par exemple de ce point bas ici. Je vais encore zoomer un peu pour que les gens voient un peu mieux. Donc je suis sur ce point bas là, ici, et je vois que le CAC essaye de repartir à la hausse, mais que pour l'instant, la hausse est encore faible. Pourquoi? Parce que la correction qui arrive derrière est quand même assez majeure. Pour autant, je ne suis pas revenu sur mon point bas. Je vois que j'essaye à nouveau d'accélérer et à nouveau, je faiblis derrière. Pour autant, je ne suis toujours pas revenu sur ce que j'appelle mon bottom, c'est-à-dire mon point bas, qui lui se trouve toujours ici. Bon. Mm. Le CAC continue d'essayer de reprendre un peu de momentum. D'accord? Et là, il va venir ici, buter à nouveau sur le même niveau qu'ici. Bon, moi, ça commence à m'intéresser, comme ça aurait intéressé tout particulier qui regarde le CAC, parce qu'on entend souvent, tu sais, récemment, on entendait, ah, les 8000, à un moment, c'était les 7000, est-ce qu'on va arriver Ouais. aux 9000, etc. Est-ce que tel niveau va tenir? Et en ce moment, c'est vrai que sur le CAC, on a ce qu'on appelle un all-time high, c'est-à-dire un niveau un plus haut historique, qui pour l'instant n'a pas réussi à dépasser, contrairement à d'autres indices. Bon, moi, là, ce que j'identifie, c'est que là, je commence à avoir une résistance que je vais mettre sur les 3006. Bon, à peu près, hein, c'est jamais pile sur le bon niveau. Voilà, et j'ai cette résistance que je commence à identifier. Bon, je vais effacer le reste pour que ça ne brouille pas les esprits. Voilà, et là, je vois que j'ai ici une zone de résistance importante. Je vois que cette zone de résistance a fini par être dépassée ici. Alors tu me dis, hein, parce que moi, mon écran, je l'ai en très grand, mais je ne sais pas si vous arrivez à le voir de la même Ça manière va, que moi. on voit On correctement. voit. Donc on voit ici que cette zone de résistance a été dépassée. Pour l'instant, je suis honnête, je me dis rien. Je me dis juste que j'ai dépassé une zone de résistance autour des 3006 qui, depuis 2012, semblait quand même freiner les velléités haussières. Bon, mais j'aurais pu en avoir d'autres à d'autres moments. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va se passer à partir de là. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il se passe que, une fois après avoir dépassé ce niveau, au niveau de la flèche ici verte que je vais indiquer, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon CAC rebondit. D'accord? Je vois bien que sur ce niveau, le CAC rebondit sur ce qui était avant la résistance des 3006. Là, ça commence à m'intéresser. Je me dis, tiens, j'ai dépassé un niveau intéressant et je commence à rebondir sur ce niveau. Réflexe d'analyse technique, ça m'intéresse. Est-ce que j'initie des positions acheteuses? Oui, non. Est-ce que c'est trop tôt? Oui, non. Là, tu vas voir
l'investisseur agressif qui va se dire oui, moi j'y crois, quitte à me tromper. Hein. J'achète sur l'overlap, sur le rebond sur l'overlap, je mets mon stop en dessous et je vois ce qui se passe. Bon. Moi ici, j'étais un peu craintif et puis je me suis dit mince, pour ne pas dire merde, puisque j'ai eu un gap, tu vois ici, j'ai eu un gap assez important et je me suis dit bah, j'ai peut-être raté le train et je vais peut-être avoir peur de prendre le train en marche. OK. Après, qu'est-ce que je vois? Je vois que mes cours continuent d'accélérer à la hausse. Pardon, je n'ai pas pris le bon item. Je vois que mes cours continuent d'accélérer à la hausse. Très bien. Après une première accélération, je vois une nouvelle correction ici qui commence à avoir lieu. Et cette correction, bah, j'identifie qu'elle va revenir rebondir sur le même niveau à nouveau, les 3006. Ici, je n'ai peut-être pas eu le courage de prendre le train en marche, mais cette fois, je me dis, bon, là, j'ai eu un deuxième test, donc ma probabilité d'avoir raison augmente. Donc là, je vais sortir un petit peu plus, j'allais employer une expression qu'il ne faut pas employer, mais disons que je vais avoir un peu plus de cran et je vais acheter le rebond sur cet overlap. Par la suite, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça monte, d'accord? À partir de là, je vois que j'ai une bougie qui est quand même, ou plutôt ici un bar chart, qui est relativement faible puisque j'ai une ouverture, une clôture au même endroit, ce qu'on appellerait un doji dans les chandeliers japonais qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Donc, je me dis, bon, j'ai acheté ici, peut-être que je vais quand même prendre mes bénéfices ici pour ne pas risquer de m'être trompé totalement sur mon scénario ou même pour ne pas risquer un retour sur l'overlap. Et je me rends compte que je suis revenu à nouveau sur ce même niveau et je me rends compte que j'ai à nouveau rebondi sur ce niveau. Donc là, ma confiance augmente de plus en plus. Donc là, je peux racheter avec encore plus de confiance. Et qui dit racheter avec encore plus de confiance, dit peut-être racheter avec un petit peu plus de moyens. C'est-à-dire que là, je ne sais pas, j'aurais mis 3% de ce que j'avais alloué sur mon portefeuille, et puis là, j'en mets 5%. Ou j'en rajoute 5% si j'ai gardé ma position. Et là, à nouveau, je vois que mon potentiel de gain est intéressant. Donc, si tu veux, j'ai acheté sur le rebond, sur l'overlap ici. Et où est-ce que je revends? Évidemment, on est des gens sérieux, toi et moi. Donc, j'aurais pu dire que je revends là parce que je suis un magicien. Non, j'ai acheté ici. Je vois que je monte jusqu'ici. À partir du moment où je vois que j'ai une correction qui commence à m'ennuyer un petit peu, bah, j'ai revendu là. Okay. Donc, finalement, mon gain, il est représenté ici par cet écart violet, alors que mon risque, il aurait été à peu près ici en mettant mon stop sous l'overlap. Donc, c'est exactement comme ça qu'il faut utiliser ce genre de niveau. Bon, il ne faut pas oublier aussi autre chose, hein. C'est que plus tu vas monter, plus logiquement, pour revenir tester ton overlap, tu vas devoir descendre. Donc, ça veut dire que ta crainte va être importante. On le sait tous, hein, quand on est dans un marché qui baisse beaucoup, bah, la crainte commence à se faire plus importante et on commence à être plus frileux à l'idée de revenir et de racheter. D'accord? Alors j'ai une question, Marc, dans le chat. Oui. C'est quelle Oui. unité de temps est-elle la plus pertinente pour tracer l'overlap? Alors, moi, là, je suis en train de te les tracer sur du weekly, c'est-à-dire… Ah non, là, je suis sur du daily, tu vois. Normalement, tout ce qu'on regarde techniquement devrait pouvoir fonctionner sur divers horizons de temps. Il est vrai quand même que beaucoup de configurations techniques fonctionnent quand même plus sur des unités de temps qui vont être entre du daily et du weekly. Bon, et puis, ça peut s'expliquer aussi d'une certaine manière parce que ici, par exemple, je suis sur du daily, mais peut-être que ces deux bougies-là que tu vois ici, sur un weekly, n'auraient représenté qu'une seule bougie. Donc, on aurait pu voir de façon plus claire les rebonds ou les butées sur ce niveau. Mais Mais alors une question bête, globalement, ouais, oui. une question bête, est-ce qu'on peut l'utiliser en day trading sur une unité, par exemple, entre 1 heure et 4 heures? Est-ce que Alors, selon on peut, toi, selon ton expérience, est-ce que ça ouais. fonctionne? Alors, je vais être comme d'habitude très honnête. J'ai vu que ça pouvait fonctionner, notamment sur du 4 heures. Maintenant, moi, je ne fais pas beaucoup de day trading. Je suis un swing trader, c'est-à-dire que je suis entre quelques jours minimum, quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Donc, pour te répondre de façon suffisamment pertinente, il faudrait que je te fasse du day trading en permanence pour te dire oui, ça fonctionne en day trading. Ce que je sais, c'est que l'analyse technique, c'est le schéma des poupées russes. Donc, plus tu vas descendre dans une unité de temps inférieure, plus tu vas retrouver des patterns qui vont être démultipliés parce que tu vas avoir, je ne sais pas, si tu prends une bougie 4 heures,
bah, tu vas avoir besoin de 6 bougies pour avoir une bougie quotidienne, etc. Ok. En revanche, attention, parce que quand on rentre dans des unités de temps inférieures, on va avoir moins les courbes qu'on va dessiner vont être moins visuelles parce qu'on va avoir des unités de temps plus rétrécies. Évidemment, ça, je n'ai pas besoin de te le dire, plus tu descends dans les unités de temps, plus tu vas avoir de gap également. C'est logique, puisque un gap sur des graphiques 1 minute, tu vas en avoir je ne sais pas combien. Un gap sur des graphiques daily, tu vas en avoir quand même, on en voit là plusieurs. Quand tu vas aller sur du weekly, etc., bah, tu vas te rendre compte que tu auras de moins en moins de gap. Mais moi, j'estime que tout ce qu'on regarde en termes de pattern fonctionne en analyse technique, quelle que soit l'unité de temps que tu regardes. Mais je n'irai pas dire à des scalpers de faire ça. De toute façon, un scalper n'a pas le temps de regarder le moindre pattern puisqu'il fait des pauses de quelques secondes et que lui va travailler différemment. Donc, je reste ici sur cet exemple puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Tu vois ici qu'on est venu encore plus haut, d'accord? Et que le marché, le CAC, reprend un schéma de baisse avec quand même une baisse qui est quand même assez appuyée puisqu'on voit qu'on a des forts mouvements de baisse qui s'alternent jusqu'à revenir à nouveau sur ton overlap. Bah, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de se dire que malgré l'amplitude de la baisse que tu as eu avant, tu as quand même eu, avec une petite morsure là encore, à nouveau ton niveau des 3006 qui a tenu pour faire repartir ton CAC. D'accord? Et là, plus tu constates que ton overlap fonctionne, plus tu vas avoir confiance en ton overlap au fur et à mesure. Là, tu vois que à nouveau, j'ai une très forte accélération haussière, que ma théorie de dos a continué de fonctionner. Et là, comme par magie ou par miracle, malgré la très forte baisse qu'il a fallu pour revenir sur ce même niveau, puisque j'ai encore accéléré à la hausse, donc je vais encore accélérer à la baisse, bah, à nouveau, je suis venu taper autour de ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Donc, c'est quand même des niveaux sur lesquels on peut s'appuyer de façon assez efficace. Évidemment, pas en permanence, évidemment, pas tout le temps, mais moi, ce que je conseille à ceux qui nous regardent, c'est de fonctionner de la façon suivante. Parce qu'ils vont se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire, moi, une fois que Daguerre sera plus là, qu'il aura disparu et qu'on ne le reverra plus jamais parce que je ne sais pas, moi, il sera parti se cacher au Maroc ou à Tombouctou, j'en sais rien. Bon, bah, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est faire exactement ce que je fais moi quotidiennement. Lorsque je repère une résistance, quelle qu'elle soit, hein, même si je n'ai pas plusieurs butées sur une même résistance, je vais me dire, tiens, j'ai dépassé ma résistance, paf, ici, je trace mon niveau de résistance. Attention, hein, je pars vraiment des plus hauts. Hein. Là, qu'est-ce que j'ai vu? Ouais. Tu vois, je l'ai fait sans même savoir ce qui allait se passer. Je vois que je suis revenu rebondir ici une première fois. Par la suite, une fois que j'ai cassé ce niveau, j'ai accéléré vers le bas et ensuite, ce niveau est devenu caduc. Là, pareil, j'aurais tracé une résistance. Sauf que là, pour le coup, ça aurait servi à rien dans l'immédiat puisque mon CAC n'est jamais revenu tester ce niveau. Voilà. Juste avant de terminer, Marc, Ouais, ouais. pour alors ça fait pas partie des questions, hein, c'est là, moi plutôt en tant qu'utilisateur, Ouais, est-ce qu'il y a un nombre justement de touch en quelque sorte, ouais. de part et d'autre, euh, nécessaire? Est-ce qu'il faut juste un toucher de chaque côté ou est-ce qu'il en faut deux avant, trois avant, puis trois par la Ah, suite? Tu vois, est-ce qu'il faut qu'on ait touché 3 fois par le dessous, puis après 3 fois par le dessus, alors pour vraiment ça, valider la qualité d'un overlap? Alors ça, c'est comme tout. Plus tu vas avoir de butées ou de rebonds, plus tu vas pouvoir avoir confiance au niveau que tu regardes. Mais, allez, rapidement, parce que c'est quand même intéressant et qu'on va déborder un tout petit peu, on avait parlé, toi et moi, avant de faire cette présentation, de montrer des valeurs très connues sur lesquelles ça a bien fonctionné. Voilà, par exemple, là, on est sur Hermès. Je n'ai pas forcément le temps de vous montrer bien en zoomant, vous pouvez me faire confiance, mais tous les traits bleus là sur Hermès sont des overlaps successifs. Ça dessine finalement comme un escalier. Et tu vois ici, par exemple, sur ce premier overlap, qu'on a eu 1, 2, 3, 4 et encore, peut-être encore davantage si je zoome, Mm. buté sur la résistance, et qu'une fois qu'on l'a dépassé, on a eu à nouveau 1, 2, 3 fois où on est venu rebondir dessus. On a à peu près la même chose sur une autre valeur. Donc là, on était sur une très grosse valeur française. Là, on va être sur une très grosse valeur américaine. Et on voit ici, par exemple, que sur Apple, bah, les overlaps, de la même manière, fonctionnent très bien, puisque on a des niveaux de résistance qui deviennent par la suite très, très souvent des niveaux de support. Voilà.
Si j'avais eu le temps, je t'aurais montré un dernier petit exemple, mais je pense qu'on a débordé déjà un petit peu. Donc, je vais te laisser conclure. Je ne sais pas si tu as besoin que je remette la présentation. Non, simplement, en tout cas, merci Marc pour cette présentation très claire sur les overlaps. De Merci à toute vous. façon, parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, j'ai vu qu'il restait encore quelques questions dans le chat. Si vous avez des questions, la vidéo, elle sera disponible demain, à partir de demain matin, donc sur la chaîne YouTube d'IG. N'hésitez pas justement dans les commentaires à poser des questions, si vous avez des questions par rapport à la présentation de ce soir. Je les transmettrai à Marc et on répondra donc directement les commentaires sous la vidéo. Moi, je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire donc sur l'offre compte titre chez IG. Je vous ferai une démonstration en live, notamment de l'application compte titre que l'on a mis en place et que l'on a développé, donc qui vous permet donc de trader bien sûr en direct les marchés avec différents widgets disponibles donc sur l'application. Vous verrez, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses très intéressantes à voir que je pourrais partager avec vous. Et puis, Marc, je te laisse le mot de la fin sur les Oui, overlaps. alors donc on a vu ensemble rapidement ce que c'était que ce niveau. Le mot de la fin pour moi, ça sera le suivant. Le réflexe à avoir, c'est à chaque fois qu'on identifie un point haut, un vrai point haut, hein, c'est-à-dire un sommet, dès qu'on le dépasse, tracer l'horizontale qui passait par ce point. Quasiment à chaque fois, lorsqu'on est dans j'allais dire, dans du day trading. Par exemple, je ne sais pas, hein, je vais prendre une valeur complètement au hasard sur laquelle je vais cliquer. Voilà, Safran, parce que je sais que c'est une valeur qui monte. On la voit pas à l'écran. Ah oui, voilà. Donc là, on Voilà, est c'est sur bon. Safran. OK. Bon, bah, à chaque fois que je vais avoir un nouveau plus haut, je vais tracer un horizontal et je vais voir si ça peut donner quelque chose. Là, c'est très bien parce qu'on voit bien que c'est un contre-exemple, mais ici, ça a été un exemple qui a fonctionné. Donc, à chaque fois, là, moi, le jour où on va dépasser Safran ou Safran va dépasser son plus haut, je vais tracer cette horizontale-là et je vais voir ce qui se passe par la suite. Soit Safran va accélérer nettement, auquel cas, bah, très bien, j'oublie ce niveau. Soit Safran va revenir sur ce niveau et va repasser en dessous, auquel cas, bah, je me dis, bon, bah, ce niveau ne sert pas. En revanche, si je vois que Safran dépasse ce niveau et vient rebondir dessus, là, je vais commencer à pouvoir envisager la potentialité d'un overlap, etc., etc. Donc, il faut toujours avoir ce réflexe parce que c'est quelque chose qui fonctionne très souvent. Maintenant, si ça peut vous arriver, parce qu'on n'a pas toujours l'œil sur toutes les valeurs en permanence, même moi, dont c'est le métier de regarder toutes les valeurs régulièrement, je ne vais pas avoir l'œil en permanence sur toutes les valeurs. Si à un moment on arrive, par exemple, sur un graphique comme ici, on l'a sur Ferrari, d'accord, et qu'on arrive, je ne sais pas moi, à ce moment-là, qu'on a vu déjà qu'on avait une résistance qu'on voit ici en bleu foncé, qui avait arrêté les velléités haussières à plusieurs reprises et qu'à partir du moment où cette résistance a été dépassée, qui plus est avec un gap, on a commencé à rebondir dessus. Bah, moi, si j'arrive sur Ferrari ici, à ce moment-là, je ne sais pas, en novembre 2024, donc il y a maintenant un an, bah, je commence à me dire, tiens, ça peut devenir intéressant pour moi de me positionner sur Ferrari puisque j'ai l'impression d'avoir un overlap qui tient. Bon, je t'avoue qu'on était sur cette ligne, qu'on avait acheté ici au niveau de la flèche. Je t'avoue qu'on a souffert pas mal puisqu'on était sur un produit dérivé et que tu vois que pendant toute cette période-là ici, bah, on était quand même très hésitant et qu'on n'était quasiment jamais gagnant. Pour autant, on a tenu bon sur notre niveau et puis que finalement, lorsqu'on a accéléré, qu'on est sorti et qu'on est arrivé en haut de cette boîte, on a quand même réussi à revendre notre ligne de façon très confortable. Mais attention, hein, ça c'est un exemple qui a fonctionné. On aurait très bien pu se faire avoir, comme ça a été le cas aujourd'hui sur Airbnb par exemple, parce qu'on n'est pas des magiciens et qu'on n'aura pas toujours raison. Mais on voit ici aussi que ce sont quand même des niveaux qui fonctionnent très bien. Donc moi, j'invite les gens qui nous ont regardés à essayer de se familiariser avec ces niveaux, éventuellement suivre des formations, hein, nous on en fait, sur ces niveaux plus précisément, et au fur et à mesure de finir par se les approprier. De toute façon, il y a une chose qui est évidente en analyse technique, j'allais dire même en analyse financière en général, c'est la pratique qui finit par vous donner sens. Voilà. Oui, bien Plus sûr. vous pratiquez quelque chose, plus au final vous arrivez à vous dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Super. Eh ben, écoute, merci Marc pour tous ces bons conseils aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour un prochain webinaire également, toujours sur un autre sujet concernant l'analyse graphique. Merci à toutes Voilà. et à tous. Bonne soirée Merci. Merci. et Bonne soirée à puis tous. à très bientôt.
Merci À très Marc. bientôt. Merci. Hudbeck.